RTL Matin. Le petit déjeuner présidentiel de Marine Le Pen. Yves Calvi. 7h12, Alba Ventura, c'est à vous. Bonjour Yves, bonjour Marine Le Pen et bonjour à tous. Vous savez ce qui m'a le plus surpris chez vous, Marine Le Pen ? C'est le jour où vous m'avez confié que votre programme économique, vous l'aviez conçu en francs et pas en euros. Vous me disiez, sans le franc, je ne sais pas faire, je ne peux pas mettre en œuvre mon projet. Alors, j'imagine que depuis, vous l'avez quand même converti, parce que j'ai noté qu'entre 2010 et aujourd'hui, vous aviez un peu mis d'eau dans votre vin, fait marche arrière, en tout cas sur la méthode. Je m'explique. Avant, vous vouliez une sortie de l'euro immédiate, brutale. Aujourd'hui, vous voulez d'abord entrer en négociation avec l'Union européenne et vous proposez même aux Français un référendum dans lequel il sera question de la souveraineté monétaire. Référendum pour lequel vous dites que si la réponse est non, vous quitterez le pouvoir. Alors je me dis, que de chemin parcouru sur ce sujet. Sur bien des sujets, d'ailleurs, vous avez arrondi vos angles et parfois vous avez même édulcoré vos propositions ou vos propos. Par exemple, avant, vous parliez de préférence nationale. Aujourd'hui, vous préférez dire priorité nationale. Peut-être que préférence, c'était trop Jean-Marie à votre goût et que là, c'est plus Marine. Sur la laïcité, Marine Le Pen, avant, vous écriviez que vous vouliez interdire les signes religieux ostentatoires aux usagers, pas seulement aux agents du service public. Ça visait surtout le port du voile. Aujourd'hui, vous dites que vous écrirez dans la Constitution que la République ne reconnaît aucune communauté, qu'il faut rétablir la laïcité partout, l'étendre à l'ensemble de l'espace public et l'inscrire dans le Code du travail. Mais vous ne faites plus précisément référence au port de signes ostentatoires. Avant, vous vouliez supprimer le regroupement familial. Aujourd'hui, il s'agit non pas de le supprimer, mais de mettre fin à son automaticité. J'avais noté également qu'il y a un an, vous vous rendiez à Québec pour rencontrer des experts. Vous m'aviez dit qu'ils travaillaient sur le revenu universel et vous étiez intéressé. Et puis après que le socialiste Benoît Hamon en a fait la mesure phare de son programme, vous nous avez expliqué que le revenu universel, c'était le renoncement au combat pour l'emploi. Il y a même des sujets qui ne sont plus d'actualité. Je pense notamment à la peine de mort. Et puis, même l'avortement, un sujet lunaire à vos yeux, c'est ce que vous aviez dit, en tout cas pas prioritaire, alors que votre nièce Marion Maréchal Le Pen plaide pour la fin du remboursement intégral de l'IVG. Alors, visiblement, Marine Le Pen, dans le beau paysage de la France apaisée, il a fallu quand même enlever quelques épouvantails. Et je me demandais, Marine Le Pen, pourquoi faites-vous tout ça ? Est-ce que c'est pour vous rendre plus acceptable encore ? Ou est-ce que c'est pour préparer la fusion des droites ? Parce que finalement, si vous êtes élu, eh bien, vous vous dites que vous ne pourrez pas gouverner toute seule et qu'il faudra bien trouver des points d'accord avec la droite. Marine Le Pen. Pardon, Madame Ventura, mais j'ai pas tout compris à ce que vous avez dit, parce que sur la laïcité, pardonnez-moi, mais ça me paraît évident que je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet. Je souhaite l'interdiction des signes ostensibles partout. Voilà, donc on peut pas dire qu'il y ait là un recul, me semble-t-il. C'est plus dit aussi nettement. C'est dit de la manière la plus claire qui soit, et je crois l'avoir répété à peu près 1000 fois, mais s'il faut que je le répète une 1001e fois, ça me pose absolument aucun problème. Donc j'ai pas le sentiment qu'il y ait... Y compris pour les usagers, on ne peut pas entrer dans une mairie ou dans un guichet avec un voile, c'est ça? Non, mais on peut même pas être dans la rue avec un voile. Et donc voilà, les choses sont extrêmement claires, et j'assume. C'est pas le cas aujourd'hui, donc bien sûr, il y aura une police spéciale pour... ôter les voiles. Il y a une police spéciale pour regarder si les gens ont leur ceinture de sécurité. D'accord. Donc il y aura une police spéciale. Non mais voilà, c'est la loi. La police, elle est là pour faire appliquer l'intégralité de la loi. Il n'y a pas de police spéciale pour tel ou tel non-respect de la loi. Donc j'ai pas eu le sentiment, encore une fois, je crois que j'ai tenté d'améliorer le projet qui est le mien, et c'est tout à fait normal. Améliorer, c'est des petits reculs entre quand même. 2012 et 2017. Mais si vous avez envie de voir ça comme des reculs, moi je ne vois pas ça comme des reculs. Arrondir. Non, pas arrondir, donner la parole au peuple. Vous voyez, par exemple, sur la peine de mort. Bon, j'ai retiré la peine de mort de mon projet. Mais parce que je mets à côté, et je l'ai remplacé par l'incarcération à vie. Voilà. La perpétuité. Oui, mais la perpétuité... Réelle, voilà, définitive. On ne sort pas au bout de 30 ans. À charge, encore une fois, pour les Français, s'ils souhaitent évoquer ce sujet de la peine de mort, de se saisir du référendum d'initiative populaire que je vais créer, et qui, avec 500 000 signatures, permet aux Français de pouvoir soit demander le retrait d'une loi, soit demander le vote d'une loi. Je crois que c'est très important de rendre la parole au peuple, parce qu'en réalité, le peuple a été dépossédé de son pouvoir politique. Il n'est plus le sujet central de la politique depuis bien longtemps. C'est aussi à cause des transferts de souveraineté qui ont été effectués à destination de l'Union européenne et dont sont
coupable, il faut bien le dire, le Parti socialiste et l'UMP, puisqu'ils ont été ensemble pour le faire. Est-ce qu'il s'agit d'envisager à terme une fusion des droites ? Mais je ne suis pas là pour fusionner les droites, je suis là pour créer une grande majorité présidentielle. Mais vous aurez besoin sans doute de l'autre droite qu'on appelle traditionnelle. Du peuple. J'ai besoin du peuple. J'ai besoin d'une majorité présidentielle. J'ai besoin que les Français s'interrogent dans leur fort intérieur et se demandent s'ils veulent protéger leur pays, avec tout ce que cela représente en termes de protection sociale, de civilisation, de valeurs, de codes, de mœurs, de mode de vie. C'est cela dont j'ai besoin. Et je crois pouvoir créer cette majorité présidentielle avec des gens qui vont venir de droite, qui vont venir de gauche, mais qui sont sur les éléments fondamentaux de mon projet, opposés à cette mondialisation sauvage que défend peu ou prou et M. Fillon et évidemment M. Macron, puisque c'en est le champion, qui veulent arrêter l'immigration massive, qui veulent arrêter les reculs sur nos valeurs face au fondamentalisme islamiste, voilà, et qui veulent retrouver une véritable démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas véritablement dans un processus démocratique en France. Merci Alba Ventura. Marine Le Pen, on va accueillir maintenant et avec grand plaisir notre confrère Pascal Jalabert pour les dernières nouvelles d'Alsace et l'Est républicain. C'est une interview vue des régions. RTL Matin. Les petits déjeuners présidentiels. Avec Yves Calvi et Marine Le Pen. 7h35, excellente journée à vous tous qui nous écoutez sur RTL. Vous pouvez bien entendu poser vos questions à Marine Le Pen qui répondra à partir de 8h15 au 3210 sur RTL.fr et dans notre Facebook Live. Mais pour l'instant, la parole est donnée à François Langlais. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Votre programme pour redresser l'industrie et l'économie française s'appuie sur 3 piliers. Alors le premier, on en a parlé, c'est la sortie de la France de l'Europe et de l'euro, après référendum, pour retrouver la souveraineté sur le budget, sur la monnaie et sur la politique commerciale. 3 domaines qui sont aujourd'hui gérés au plan européen. Le second, c'est le protectionnisme. Alors curieusement, d'ailleurs, vous éprouvez toujours le besoin de rajouter intelligent. Le protectionnisme intelligent. Avec notamment une taxe aux frontières sur les produits importés, les marchés publics réservés aux entreprises nationales, et puis une taxe supplémentaire sur l'embauche des étrangers en France. Et le troisième pilier, c'est celui qui m'intéresse ce matin, c'est ce que vous appelez l'État stratège, c'est-à-dire la politique industrielle pour soutenir ou développer tel ou tel secteur, telle ou telle entreprise, l'investissement public. L'idée qui sous-tend cette proposition, c'est que seul l'État peut faire les bons choix parce qu'il a le souci du long terme, indépendamment de la rentabilité immédiate, contrairement au privé, qui ne serait mu que par l'appât du gain. Alors pour appuyer cette idée, on invoque souvent le programme TGV, le nucléaire français, qui ont été effectivement impulsés par l'État français. Mais on oublie toujours, vous oubliez toujours, la litanie de désastres financiers de la politique industrielle publique française. La dizaine de milliards d'euros de la faillite d'Areva, le fiasco de la technologie de l'EPR, le réacteur nucléaire, la faillite du Crédit Lyonnais il y a 20 ans, 100 milliards de francs, le Minitel que les télécoms ne voulaient pas abandonner, le plan informatique pour tous dans les années 80. Alors, je vous accorde que le privé fait des erreurs, mais à la lumière de cette liste, on voit bien que l'État en fait au moins autant. Comment comptez-vous faire pour éviter que l'État stratège que vous préconisez ne devienne, comme d'habitude, un cimetière d'initiatives inopportunes et généralement très coûteuses pour le contribuable? Non mais encore une fois, vous mélangez le conducteur du TGV et le TGV. Donc sous prétexte que le conducteur du TGV est mauvais, vous voulez jeter le TGV. Ben moi, je veux jeter le conducteur. Voilà, c'est clair. Moi, je pense que l'État est un outil extrêmement performant, pour peu qu'il ne soit pas aux prises ou dans les mains de gens qui en réalité font du copinage, défendent des intérêts particuliers, tombent dans le conflit d'intérêts, etc. Et permettez-moi de vous dire à cette occasion que je suis extrêmement inquiète, bien entendu, de voir M. Fillon et M. Macron, parce qu'on est encore à 50 jours de l'élection présidentielle, et on a bien vu que le programme de santé, par exemple, de M. Fillon est dicté par AXA, et on apprend que le programme de santé, non mais je vais revenir, de M. Macron est dicté par Servier, voilà, c'est-à-dire par un conseiller qui est payé par Servier, et on retrouve dans le programme le fait de rembourser, comme par hasard, les affections pour lesquelles M. Servier des médicaments. Non, mais le conseiller en question vient de démissionner, Marine Le Pen. Revenez s'il vous plaît. Pas de chez Servier quand même. Non. C'est ça, de la campagne de M. Macron. Est-ce qu'on peut revenir à l'industrie ? Perds pas la boule.
en Madame quelque Le sorte. Pen. Et on Non, revient mais à c'est l'industrie. important parce que, en fait, Non, c'est le je voudrais choix. préciser ma question. Google ou Apple, ça ne procède pas d'une intervention publique. Mais non, C'est le mais- résultat mais- d'une politique globale où il y mais- a à la fois la fiscalité, le travail sur les universités, le capital risque. C'est ça Mais monsieur qui crée la croissance et Monsieur l'innovation. Langlais, C'est pas un non, mais je n'ai bouton pas dans votre un vision. bureau de Bercy. Mais moi, je n'ai pas cette vision. Je n'oppose pas l'État et les entreprises. Je pense que l'État a évidemment besoin des entreprises et je pense aussi qu'un certain nombre d'entreprises ont besoin de l'État. D'abord pour créer des conditions positives pour le développement de leur activité. Mais Créer un au-delà de environnement, cela, un écosystème. au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle des entreprises stratégiques, c'est-à-dire dont dépendent notre indépendance nationale. Vous voyez, comme l'agriculture nous permet d'avoir une souveraineté alimentaire, c'est-à-dire de ne pas dépendre des importations d'autres pays pour pouvoir nourrir notre peuple, il existe un certain nombre d'entreprises stratégiques. Et c'est là où l'État a son rôle à jouer. Et puis il y a quelque chose Est-ce que vous avez pouvez... un pays modèle? Et puis il y a quelque Un pays modèle où Mais- ce type de... Oui, la France. Non, 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 non. La Un France. pays actuellement Non, qui non. applique ces La recettes-là. La France est un pays modèle. Ça, c'est car ce que elle vous s'est voulez faire construite- demain. Ce qui est aujourd'hui, Non, est-ce que dans Monsieur l'éventail des Langlais. grands pays, il y a un pays qui applique Non, les recettes qui sont La les France. Je ne suis pas fasciné par les autres modèles à la différence de l'intégralité de nos dirigeants politiques. Moi, je vois ce qu'est la France. La France, c'est un État-nation Ce qu'on et dont voit, les c'est grands que champions à industriels. chaque fois que l'État fait des choix en matière d'industrie, il le fait pour des raisons généralement de court terme qui sont liées à l'électoralisme. Parce que l'État aussi a des raisons de ne pas penser au long terme. Souvent, les politiques ont Mais une l'État- idée et une seule, c'est d'être réélus. Ça peut biaiser leur choix. Mais- Et c'est souvent ce qui explique la facture pour le contribuable. Eh à bien, terme. jetons le conducteur, monsieur Langlais. Vous êtes en train de dire exactement la même chose que moi. Vous êtes en train de dire que c'est en réalité les politiques qui J'ai manquent vu des un certain nombre de qualités conducteurs se succéder qui tous manquent. Eh avec bien, le vous même avez défaut. raison, et donc il faut prendre une conductrice. Voilà, ce sont les politiques suis qui pas sûr manquent, que ça suffise, qui manquent de pardonnez-moi. cet esprit de patriotisme. Parce que, justement, elle veut qui être élue manquent- aussi. Qui manque de la défense de l'intérêt du peuple, de cette vision de long terme, de cette vision de la souveraineté nationale. Vous avez raison de le dire, mais on ne va pas jeter le TGV pour cela. Quoi qu'on puisse penser, le modèle économique qui est celui de la France a permis à des grands champions industriels mondiaux de naître et de vivre et de croître grâce Ce sont quand des même à entreprises l'État. privées, Madame Le Pen. Oui, mais grâce à la recherche C'est d'État, vrai. grâce C'est vrai aussi. aux commandes d'État. Voilà, c'est Ça, notre identité économique. Pourquoi vouloir faire comme les autres ou différemment de ce qui fait notre force? Le tout, c'est d'être capable effectivement d'avoir des responsables politiques qui ont le sens de l'intérêt général, qui ont le sens du temps long, comme on dit, et c'est vrai, vous avez raison, ça n'est pas le cas, parce que depuis un certain nombre de décennies, on a des responsables politiques qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est soit faire plaisir à leurs copains, soit prendre des décisions pour être réélus. Et ça donne des catastrophes. Dans une économie mondialisée où le rôle de l'État est de moins en moins important. Ça dépend où. Parce que là, aux États-Unis, le rôle François, de vous l'État demandez un est de modèle plus que en vous- plus important. Oui, mais François, vous ainsi demandez qu'en un- Grande-Bretagne. François, Voilà. vous demandez une forme de modèle que vous ne nous avez pas cité. Ce qui revient à dire d'une façon ou d'une autre que votre programme économique serait marqué par quelque chose que l'on n'a jamais vu ailleurs. Mais enfin, Et écoutez, vous comprenez que ça peut mais surprendre. écoutez, c'est De Gaulle, c'est Pompidou, enfin, ne racontez pas quand même des choses telles que celle-là. L'État stratège qui a créé ces grands champions industriels, c'est la France de la vision de Gaulle, c'est la vision de Pompidou. RTL Matin. Le petit déjeuner présidentiel de Marine Le Pen. Jusqu'à 9h sur RTL et en direct, je vous le rappelle, en vidéo sur RTL.fr et sur Facebook Live. Vous êtes interrogée maintenant par Elisabeth Martichoux, Marine Le Pen. Rebonjour Marine Le Pen. Et retour d'abord, si vous voulez bien, sur cette enquête Kantar-Sofres annuelle où l'on voit que vos idées progressent. Elles sont maintenant partagées par un Français sur 3, mais parallèlement, le nombre de ces Français qui perçoivent le FN comme un danger augmente aussi. 58%. Contre 47% en 2013. Comme si plus vous vous approchez du pouvoir finalement, plus vous inspirez de la méfiance. C'est le plafond de verre sur lequel vous allez encore vous heurter. Non mais auquel j'arrive vous allez vous heurter. pas à comprendre ce ressenti, et notamment ce terme de danger pour la démocratie. S'il y a bien objectivement un projet... La question, c'est qui la est- perception du danger représentée par le FN. Pensez-vous que le FN représente un danger pour la démocratie en France? C'est ça la question à laquelle répondent les 58% par oui.
Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Donc j'y réponds. Donc je disais, je ne comprends pas cette perception pour une raison simple, c'est que mon projet est le projet qui rend le pouvoir au peuple et qui est le plus démocratique qui soit, puisqu'il est fondé sur d'abord le retour de la souveraineté nationale, parce que la démocratie c'est bien gentil, mais ça consiste pas à mettre encore une fois un papier carré dans une boîte en plastique. Ça consiste à faire un choix et que celui-ci soit respecté. Aujourd'hui, une partie des choix des Français n'est pas respectée, puisque c'est l'Union européenne qui décide à notre place. Donc vous dites aux Français qui ont peur, n'ayez pas peur, je vais vous redonner la parole. Non mais je vais vous rendre le pouvoir qui vous appartient. Je mets en place le référendum d'initiative populaire dont je parlais tout à l'heure. Je mets en œuvre la proportionnelle qui permet à l'intégralité des Français d'être représentés dans les différentes assemblées. Donc le projet le plus démocratique qui soit, c'est le mien. Nous sommes en quelque sorte dans cette présidentielle les champions de la démocratie. Et la France ne cédera pas. C'est la phrase de François Hollande qui dit un peu la même chose finalement. Il dit les Français n'éliront pas Marine Le Pen. Il l'a dit lundi dans un journal Le Monde et à d'autres journaux européens. Il a dit hier il faut résister aux forces obscures. Sans vous citer, c'était vous. Il a raison. Je veux dire, il est dans son rôle surtout, le président, de lancer cette bataille contre l'extrême droite. Enfin, pardon, mais chaque Français comprend qu'il est absolument pas dans son rôle. En même temps, si vous voulez, je suis prête à me sacrifier. Pendant qu'il s'occupe de moi, il crée pas de taxes, il crée pas d'impôts supplémentaires, il met pas en place la loi El Khomri, il se ridiculise pas avec Leonarda, etc. Voilà, il n'invite pas les chefs d'État étrangers à venir Dixit comprendre la France en venant à Disneyland. Voilà, donc voilà, si je peux éviter aux Français tout ça, voilà, je me sacrifie. Tout est mensonge, tout est mensonge, tout est approximation, a dit aussi Bernard Cazeneuve. Oui, lui-même en campagne. Lui-même en campagne. Parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Et Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on dise un mot Emmanuel Macron, puis après on passera à des éléments de programme. Il débute en politique. Il y a 2 ans, il n'avait pas encore créé son parti. Il n'existait pas. Il a toutes ses signatures. Lui, vous, pas encore ? Si, je les aurai, vous inquiétez pas 480, je suis absolument pas inquiète. Donc cette semaine, vous pensez que demain, par exemple, au Conseil constitutionnel, il y aura les 500 ? Demain ou dans 3 jours, ça changera rien. Non, vous les aurez. Mais en tout cas, lui, il les a déjà, comme d'ailleurs d'autres, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, etc. Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud. Il vous bat systématiquement, vous allez me dire, vous ne croyez pas au sondage, mais enfin, en tout cas, il vous donne qualifié systématiquement au 2e tour. Il vous bat systématiquement dans les sondages au 2e tour. Vous qui faites de la politique depuis très longtemps, vous qui avez déjà été candidate à la présidentielle, c'est lui finalement qui vraiment incarne le renouveau, qui n'est pas dans le système. Vous avez presque les yeux qui brillent quand vous en parlez. Oh, ça... C'est vous qui le dites. C'est pas la première fois que vous utilisez d'ailleurs cette formule quand on parle d'Emmanuel Macron. Mais c'est-à-dire que le moins qu'on puisse dire, c'est que la manière dont les médias parlent d'Emmanuel Macron est quand même une longue déclaration d'amour. Bon, Emmanuel Macron est un pur produit du système, je crois, bancaire. Voilà, ça c'est mon analyse. C'est-à-dire que le système bancaire, en général, choisissait un candidat au milieu des propositions qui lui étaient faites. Là, il a décidé de le créer. Mais comment vous expliquez son succès ? Il est presque vierge en politique. Il y a 2 ans, il n'existait pas et il vous bat au second tour systématiquement. Il est le candidat de la mondialisation sauvage. Il y a encore des Français, hélas, qui sont pour la mondialisation sauvage, qui pensent qu'ils font partie des gagnants de cette mondialisation. Une majorité de Français. Croyez-moi, ça va pas durer. Parce que les gagnants, en réalité, sont un nombre tout à fait minimum et en général, ils ne se montrent pas. Bon, il est le candidat de l'immigration massive. Enfin, il l'a encore indiqué. Il veut naturaliser en masse les étrangers. Il veut mettre en place la discrimination positive, c'est-à-dire faire une très mauvaise manière, en l'occurrence, aux valeurs de la République. Il est le candidat des grandes puissances financières, puisque l'intégralité de ses propositions vise à améliorer la situation des grandes multinationales, des banques, et au détriment évidemment de l'intérêt des Français. Alors, voilà, il est, si vous voulez, le mondialiste. Je suis moi la patriote. Alors, voilà, ce sont deux choix très clairs qui sont posés face aux Français et qu'ils devront trancher lors de cette élection présidentielle. Contre mondialisation, ce sera sans doute le clivage que vous mettrez en valeur s'il est face à vous au 2e tour. Pardon, mais Madame Martichoux, nous avons théorisé depuis longtemps une chose. Nous avons dit, en réalité, la vie politique française est en train les grands partis traditionnels sont en train de se décomposer et on va assister à une
une recomposition de la vie politique. Est-ce que c'est pas exactement ce qui est en train de se passer autour d'un clivage dont nous avons parlé depuis bien longtemps, qui est précisément le clivage entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Alors, je voudrais qu'on avance parce c'est que exactement Emmanuel ce Macron, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Qui était à votre place d'ailleurs vendredi dernier, a révélé sa réforme des retraites. Il ne touche pas, lui, à l'âge légal de 62 ans. Dans votre proposition numéro 52, vous rétablissez l'âge légal du départ à la retraite à 60 ans. Nous serions, dans cette hypothèse, le seul pays au monde à baisser l'âge légal de la retraite. Or, on entre sur le marché du travail de plus en plus tard et on vit de plus en plus longtemps. Non mais ça veut dire quoi? Nous sommes le seul pays au monde à baisser l'âge de la retraite. Il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas augmenté non plus l'âge de la retraite, donc ils n'ont pas à le baisser. Non, mais on revient à une situation. On revient à une situation qui était une situation antérieure. De 1981. On revient à 1981. C'est retour vers le futur. Mais j'assume cela, car je crois que nous en avons les moyens, parce que je pense que c'est une injustice qui est faite aux Français que de leur demander de travailler de plus en plus longtemps, alors même que le chômage des seniors augmente de manière spectaculaire. Parce que je considère que c'est une injustice de fonder cet allongement du temps de travail sur l'espérance de vie, alors que ce qui compte, c'est l'espérance de vie en bonne santé. Et celle-ci, permettez-moi de vous dire que elle est assez basse. Beaucoup de gériatres estiment que pour vivre bien, il faut se maintenir à une activité. Mais je voudrais vous demander, c'est 40 ans de cotisation, 60 ans. Vous êtes pour la suppression de la retraite, alors? Non, je ne suis pas sûre. Parce que les gériatres disent je ne suis pas candidate à la présidentielle. Ce retour à 1981, il va coûter combien? 15 milliards, je crois. 15 milliards par quoi? Je regarde précisément. C'est, je crois, 15 milliards. 15 milliards par an, c'est-à-dire 5 fois 15 milliards sur le quinquennat. Mais sur le quinquennat. 15 milliards sur le quinquennat. Donc ça fait 75 milliards. Mais Madame Martichoux, ne vous lancez pas dans les chiffres. Je vais vous expliquer ce que je pense. On peut s'intéresser un petit peu aux chiffres. Non, mais vous pouvez. Important, c'est l'argent public. Mais ce qui est important, c'est aussi de s'intéresser au processus. Pardonnez-moi, la Sécu, 3 milliards par an, déficit cumulé 160. Est-ce que je peux aller au bout d'une phrase? Bien sûr. C'est important parce qu'il faut que les Français comprennent. de parole ce matin non plus, Marine Le Pen. Qu'est-ce qui sauve la retraite? Qu'est-ce qui va permettre à notre système de retraite d'aller bien et d'aller mieux? C'est de recréer du travail dans notre pays. Parce que nous sommes dans un système de répartition. Par conséquent, plus il y a de chômeurs, moins les retraites peuvent être payées, et plus le danger de demander aux Français de travailler de plus en plus longtemps ou d'avoir des retraites de moins en moins importantes ou de cotiser de plus en plus est lourd. Ça veut dire qu'en réalité, le médicament pour régler le problème des retraites, c'est le travail, c'est la création de travail, c'est-à-dire l'ensemble des mesures que nous souhaitons mettre en œuvre qui constituent le projet économique qui est le mien et qui permet de retrouver la voie de la création d'emplois. Marine Le Pen, parce qu'on n'est pas dans la gestion de la pénurie, si vous voulez. On n'en parle jamais de cela. Marine Le Pen, mais en réalité, c'est ça la santé de la retraite dépendante. Alors, est-ce qu'il y a une inégalité entre public et privé dans le régime de cotisation de retraite? Est-ce que vous allez mettre fin à cette différence? Honnêtement, on se mettra autour de la table après mon élection. Il y a un certain nombre de régimes. Il y a un certain nombre de régimes qui ne se justifient plus. Il y en a un certain nombre de régimes spéciaux qui se justifient. Moi, j'ai pas une vision idéologue sur ce sujet. En revanche, c'est vrai que je compte, par exemple, pour le délai de carence, rapprocher le privé et le public pour que tout le monde soit à 2 jours de donc sur les régimes spéciaux, vous n'avez pas encore. Ça dépend. On verra. On se mettra autour de la table et on verra ceux que vous maintenez et ceux que vous ne maintenez pas. Je n'ai pas une vision idéologique sur ce sujet. Alors, donc, je me permets juste, pour que les choses soient très précises, Elisabeth, la réponse que vous avez faite, Elisabeth Martichoux, il y a quelques instants, c'est pour revenir à la retraite à 60 ans, le seul moyen, c'est le plein emploi. Et on ne sait toujours pas comment vous le créez du jour au lendemain. Non mais, pardon, mais ça s'appelle de la politique, de faire des choix économiques qui permettent de retrouver l'emploi. D'accord ? Ça veut dire passer par l'intégralité des mesures dont Monsieur Langlais a parlé tout à l'heure. Le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, les baisses de charges axées sur les TPE, PME. Voilà, c'est l'ensemble de ces mesures-là qui vont recréer de l'emploi. Et une monnaie qui correspond à notre économie. On va parler, si vous voulez bien, des réformes de la justice et du fonctionnement de la justice. D'abord, vous récusez le droit à la justice d'interférer dans le calendrier de la campagne électorale. Vous refusez de vous rendre à une convocation des juges cette semaine, je crois, dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Vous qui êtes prompte à dénoncer le laxisme de la justice, vous qui postulez aux plus hautes fonctions, quel exemple vous donnez ?
Mais quelle leçon de morale, Madame Marchichou? Vous qui... Petite leçon de morale du matin? Non, vous prenez la tolérance zéro, Madame Le Pen. C'est vrai, en matière... Vous prenez la tolérance zéro. Oui. Et vous, systématiquement, les affaires qui vous touchent seraient politiques. Écoutez, si on en croit le calendrier, oui, elles interviennent systématiquement entre 1 et 2 mois avant les élections. C'est quand même étrange. Dans cette affaire, prenons peut-être le calendrier. C'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Cette affaire, le parquet a été saisi il y a 3 ans. 3 ans. Il y a 1 an, j'en pouvais plus d'attendre, vous voyez, comme quoi je suis impatiente, y compris pour moi-même. J'ai réclamé, moi, la désignation d'un juge d'instruction. Moi, on me l'a refusé. Et comme par hasard, à 2 mois de l'élection présidentielle, là, on s'agite et on se met à faire des perquisitions, des auditions, des convocations, des mises en examen, Vous n'irez pas à la convocation, Alors en tout cas. oui, madame, je pense qu'il y a une instrumentalisation de la justice qui cherche à peser sur l'élection présidentielle. Qui n'est pas indépendante. J'ai donc dit aux magistrats, je pense qu'il y a ce qu'on appelle un fumus persecutionis, un fumet de persécution, et ce fumet de persécution, je n'entends pas m'y soumettre, et j'ai donc dit, je ne me rendrai pas devant les magistrats pendant la campagne présidentielle. Est-ce que, si vous êtes élu, vous êtes avocate, on rappelle, vous connaissez bien le fonctionnement de la justice, est-ce que vous couperez le lien entre le parquet et le ministère de la Justice? Non, madame. Moi, mon problème... Non, vous dites, un certain nombre de magistrats subissent des pressions du parquet, le parquet subit des pressions éventuellement du politique, mais ça n'est pas la conclusion donc que vous en tirez. Non, je pense que le parquet doit effectivement dépendre du politique. Je veux juste qu'on le dise. Voilà, je veux pas qu'on me présente le parquet comme une autorité indépendante. Le parquet n'est absolument pas indépendant. Le parquet reçoit des ordres, et c'est toujours pareil. Eh bien, il faut qu'il reçoive des ordres de la part de gens qui ont une certaine conception du respect de l'état de droit, un certain nombre de valeurs morales, et ne se servent donc pas du parquet comme un outil politique contre des adversaires politiques. Vous avez souvent critiqué le problème, madame, ce ne sont pas les lois comme d'habitude, ce sont les hommes. Voilà, c'est ça le problème. Alors, 2 questions que m'inspirent vos réponses. D'abord, imaginons que vous ne soyez pas élu. Vous irez, après cela, la convocation du juge. Oui, d'accord. Comme je l'ai fait si d'ailleurs. Vous êtes élu, madame, vous comme maintenez... je l'ai fait, je vous rappelle, tiens, merci de me permettre de rappeler ça. Je vous rappelle que juste avant les élections régionales, mais tout ça devait sûrement relever du hasard, je suis convoqué à grand renfort de médias, etc., de polémiques, de buzz, devant le juge. Je lui ai fait la même réponse. Je lui ai dit, monsieur, je viendrai vous voir après les élections régionales. Alors, je suis allé le voir après les élections régionales. Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été mise hors de cause. Alors, vous avez... Mais ça, personne n'en a trop parlé. Là, du coup, les timbales médiatiques avaient disparu. Est-ce que vous maintenez le principe de l'immunité pénale du président de la République ? Oui, bien sûr. Oui. Évidemment. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est sur des sujets de fond ? Le président de la République... Non, mais sur des sujets de fond du fonctionnement de notre République, c'est ça que je veux dire. Oui. Les sujets de fond de l'état de droit. Le président de la République, il est élu par le peuple français. Il représente le peuple français. Croyez-vous que l'on puisse accepter qu'un magistrat, quel qu'il soit, puisse venir attraire, y compris peut-être d'ailleurs pour des raisons politiques, car vous savez, les magistrats peuvent aussi parfois avoir... Le président n'est pas injusticiable comme les autres. Mais il est le représentant du peuple français. Fini. Et si on ne lui maintient pas son immunité, eh bien alors on tombe dans ce qu'on appelle le gouvernement des juges, c'est-à-dire exactement l'inverse de notre état de droit. Merci Marine Le Pen. Cet entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. Michel, c'est à vous. Bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Les présidents de la République, pardon de parler au masculin, mais jusqu'à présent ce ne sont que des hommes qui ont occupé cette fonction. Les présidents donc n'ont jamais été très clairs avec leur propre santé. On se souvient des mensonges du docteur Gubler et donc de son patient, François Mitterrand, à propos de son cancer de la prostate. On se souvient de Jacques Chirac qui, lui, avait opté pour le silence radio. Pas de publication de son bulletin de santé. Même François Hollande n'a rendu public son opération qu'après sa sortie de l'hôpital. Alors, en essayant de ne pas être indélicat, j'aimerais quand même évoquer ce sujet avec vous.
On sait bien que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Là non plus, la parité homme-femme n'existe pas. Je ne suis pas votre médecin personnel. Je constate que vous êtes lancé, comme tous vos concurrents, depuis plusieurs mois dans une campagne épuisante et stressante. J'ai vu que vous aviez laissé tomber la cigarette pour vapoter, le sucre pour des édulcorants, mais vous faites quand même subir à votre organisme un régime qui n'est pas de tout repos. Je ne sais pas en revanche si vous faites régulièrement du sport, pardon, mais c'est un peu ma marotte. Mais les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de décès chez les femmes. Vous voyez où je veux en venir? Est-ce que vous allez jouer la transparence sur votre état de santé si vous êtes élu? Écoutez, puisque vous me posez la question, je vous annonce que j'ai un cœur de jeune fille. Mais je crois que les présidents doivent évidemment se soumettre, peut-être à un collège. Voilà, c'est aussi simple. Moi, je ne suis pas pour que leurs bulletins de santé, leurs petits problèmes puissent être publiés par tout le monde. Mais je suis pour qu'un collège de médecins, et pas un seul, parce que sinon on retombe dans les difficultés que vous avez rappelées, puisse déterminer si le président est en état de gouverner ou pas. C'est ça, en fait, la vraie question. Donc, c'est peut-être cela, la modification qu'il faut faire. Et concernant la lutte contre le tabagisme, un sujet que vous connaissez bien, puisque vous avez, même si vous avez arrêté apparemment, vous avez fumé pendant très longtemps. Le tabac est la première cause, le premier facteur de risque cardiovasculaire chez les femmes. Quelle est votre position? Écoutez, je pense que l'État doit mettre en place toutes les mesures et les campagnes de prévention pour pouvoir rappeler ce que nous faisons, nous parents, auprès de nos enfants, pas souvent avec succès, il faut quand même l'admettre, quels sont les dangers du tabagisme. Moi, j'ai le sentiment quand même que de plus en plus de Français prennent conscience de ce danger, mais l'idée, si vous voulez, de monter le prix du tabac indéfiniment ne m'apparaît pas être la solution unique qu'il faut mettre en œuvre. Et voilà. vous augmenterez le prix du tabac si vous êtes Non, mais écoutez, non. Enfin, il faut quand même parce voir qu'indéfiniment, quels sont. Oui, non, mais non, justement. Non, pas du tout. Parce que non. Je pense que c'est une démarche aussi, qu'est-ce que vous voulez, individuelle. Je pense que chacun doit prendre conscience et on sait très bien, et je pense que M. Simès ne me dira pas l'inverse. Quand vous êtes accro au tabac, vous pouvez augmenter le prix du paquet à des niveaux qui sont presque insurmontables et les gens trouveront quand même du tabac. Alors, c'est par la contrebande, c'est par oui, sauf des qu'il y choses a de qui la sont parfois plus dissuasion dangereuses. vis-à-vis des jeunes que vous citiez. Bien sûr, non, mais vous avez raison. Considérable. Le saupoudrage, de la prévention, c'est évident. Le saupoudrage d'augmentation du prix du paquet de cigarettes, comme ça a été annoncé il y a quelques instants, ne sert strictement à rien. On sait que pour dissuader les jeunes, dont vous parliez il y a quelques minutes, pour dissuader les jeunes, l'augmentation considérable du prix du paquet est le seul moyen. Non mais d'accord, mais enfin il y a 25 ans, il était à 5 francs. Sérieusement, on ne peut pas dire que c'est un saupoudrage d'augmentation. C'est une augmentation qui a été spectaculaire. Psychologiquement, il faut qu'elle soit faite en une fois non pas en plusieurs fois. Vous savez Toutes bien, les études le montrent. Mais vous savez bien, encore une fois, que c'est un choix individuel. Voilà, c'est un processus qui fait que les gens, à un moment donné, arrêtent de fumer. Mais c'est sûr que la prévention, elle doit se faire au plus jeune âge pour que les enfants soient conscients des dangers que représente la cigarette et puis de la situation de dépendance dont bien souvent, ils ne sont pas conscients. Je le dis autrement. Un paquet à 10 €, pas avec vous, Marine Le Pen, présidente. Non. La réponse est très claire. Et sinon, vous comptez faire du sport si vous êtes élu, puisque les présidents, les premiers ministres, on les a souvent vus soit courir, soit faire de la boxe. Oui. Enfin, ça, je ne sais pas si je dois répondre pour vous maintenir en forme. À cette question-là. Je suis très en forme, merci beaucoup. Donner la parole à Hassan qui nous appelle, lui, de la ville d'Orange. Bonjour Hassan, Marine Le Pen vous écoute. Oui, bonjour M. Cazy, bonjour Madame Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Madame Le Pen. Je suis français de confession musulmane. Et je voulais savoir votre point de vue sur est-ce que, étant présidente, vous feriez en sorte que dans les villes ou les villages de France, où nos concitoyens musulmans puissent avoir un lieu décent pour la prière, parce que je sais que vous êtes contre les prières de rue, et notamment le fondamentalisme, les petites mosquées où il peut se passer des choses, comme vous le dites, pas très décentes, et savoir est-ce que ces gens-là peuvent vous engager à faire en sorte que les maires des villes leur donnent un lieu décent ou un endroit pour construire, qu'ils puissent avoir une mosquée décente, où il y a de la transparence, et qu'on combatte justement ces petites mosquées où il peut y avoir de la radicalisation et autres. Moi j'habite dans la ville d'Orange, et le maire est Jacques Bompard, vous devez le connaître. C'est une catastrophe, ça fait 15 ans qu'on se bat pour avoir un lieu, parce qu'on a une mosquée qui est au centre-ville, et il veut récupérer ce lieu parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une mosquée au centre-ville.
mais pour avoir une ville et pour avoir un terrain pour construire, parce qu'on construit nous-mêmes. Donc on va échanger juste notre lieu actuel contre un terrain. Hassan, je me permets de vous interrompre parce que votre question est très importante. Il faut que Marine Le Pen puisse y répondre. C'est voilà. Pensez-vous que pour avoir un islam transparent, avec une pratique, c'est ce que vous suggérez Hassan, on va dire, normale, qui échappe aux intégrismes, il faille construire et ouvrir des salles de prière et des lieux de culte musulmans dans notre pays. Hassan, je vous réponds de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Macron vient d'ailleurs d'indiquer qu'il jetait à la poubelle la laïcité, puisque lui, il veut clairement que les municipalités financent des lieux de culte. Moi, je suis extrêmement attaché à la loi de 1905. Elle est très claire. La République ne reconnaît, ne subventionne, ne salarie aucun culte. Voilà, c'est clair. Par conséquent, si les croyants musulmans souhaitent avoir des lieux de prière, il faut qu'ils financent des lieux de prière. Mais enfin, permettez-moi de vous dire que quand même dans les 20 dernières années, le nombre de mosquées qui ont été construites est tout à fait spectaculaire. Donc on ne peut pas non plus dire qu'il y aurait là une volonté d'empêcher des lieux de prière. Moyennant quoi, aux musulmans français qui nous écoutent, c'est à vous de prendre en charge vos lieux de culte. Mais évidemment, dans le respect de la loi de 1905. Mais parallèlement, l'État doit évidemment, et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec les constructions ou pas constructions, l'État doit faire fermer les mosquées salafistes qui existent en France. Le gouvernement en a fait fermer un nombre absolument ridicule. Il y en a, semble-t-il, d'après ses propres dires d'ailleurs, plus d'une centaine. Donc il faut évidemment mener ce travail de renseignement, mais quand on a les renseignements, et c'est le cas pour cette centaine de mosquées salafistes, il faut les fermer. Voilà, il faut les fermer. RTL Matin, 7h, 9h. Les petits déjeuners présidentiels. Avec Yves Calvi. Petit déjeuner présidentiel avec Marine Le Pen que vous pouvez suivre en vidéo sur rtl.fr et sur Facebook Live. Dans quelques instants, nous serons rejoints par Laurent Gérard. Mais à 8h41, c'est la revue de presse de Marine Le Pen avec vous, Adeline François. Oui, la semaine dernière, en recevant ici même Emmanuel Macron, on se demandait à son propos pourquoi tant de une. Ce matin, une autre question s'impose quand il s'agit de parler des rapports de la presse avec vous et de vos rapports avec la presse. Pourquoi tant de haine ? Soyons clairs, Marine Le Pen, les deux, dans les deux sens. Pourquoi tant de haine ? Soyons clairs, vous n'aimez pas la presse, vous dénoncez les médias bobos gauchos passés aux mains de grands patrons, Le Monde, l'Obs, BFM, que vous accusez de faire outrageusement campagne justement pour Macron. Et en meeting, vous vous félicitez que le peuple se soit tourné vers Internet pour s'informer. C'est là, dites-vous, que tout se sait, que tout se dit sans censure et sans contrôle. Est-ce de cette information-là dont vous voulez ? Le journal britannique The Guardian vient de publier une enquête très fouillée sur la campagne numérique de Donald Trump. 2 chercheurs d'Oxford y racontent comment ont été créés pendant la campagne américaine des milliers de sites internet montés uniquement pour fournir quelques liens vers des articles pro-Trump. Ce qui inquiète particulièrement les 2 chercheurs, ce sont les centaines de milliers de robots dormants qu'ils ont découverts. Par exemple, des comptes Twitter prêts à être mobilisés pour faire monter un sujet ou une fausse information. Des techniques inventées en Russie et qui s'exportent partout, y compris en France. Si c'est cela l'Internet vers lequel il est légitime que le peuple se tourne, il y a de quoi s'inquiéter et du grain à moudre. Pour preuve, les sites de désintox qui pullulent depuis le début de la campagne en France, notamment les décodex du Monde. Le Monde qui fait aujourd'hui 8 mars sa une, justement. Les décodex du Monde, merveilleux. Oui, avec Marine Le Pen. Mais quand même, Marine Le Pen, il y a des unes du Monde qui devraient vous faire plaisir, comme celle d'aujourd'hui. Un Français sur 3 en accord avec les idées du FN est prêt à voter Le Pen. Diantre. À la lecture de cette une, on a eu comme une impression de déjà-vu. Libération, 9 janvier 2012, vous êtes en une avec Jean-Marie Le Pen et ce titre, 30% des Français n'excluraient pas de voter Le Pen. Et en sous-titre, pourquoi les idées du FN s'installent ? Retour vers le futur. Les idées du FN s'installent et les affaires n'altèrent pas votre image, dit aussi l'enquête version 2017. Ça n'imprime pas, disent tous les experts interrogés dans les médias ces derniers jours, et l'on en revient à la solidité de votre socle électoral. Un socle qui par endroits se fissure pourtant. Le magazine Society en fait la une de son dernier numéro. Le FN, on l'aime ou on le quitte ? En 2 ans, 28% des élus municipaux du FN ont déchiré leur carte du parti ou renoncé à leur mandat. Ils racontent ce qui les a dégoûtés. Clientélisme, magouille, mépris des électeurs, centralisation, amateurisme. On est devenu pire que le RPR de l'époque, dit l'un d'entre eux. La presse qui analyse aussi vos meetings, Marine Le Pen. Oui, dans le dernier Parisien Magazine, des sémiologues se sont penchés sur votre rhétorique. Des 5 principaux candidats, vous êtes celle qui verse le plus dans l'imaginaire, le storytelling, l'art de raconter, avec une voix puissante, ni féminine, ni masculine.
ni féminine ni masculine, c'est peut-être là votre contribution à l'égalité homme-femme. Vous avez fait de la femme politique un homme d'État comme les autres. C'est ce que dit ce matin le Huffington Post qui se pose cette question en cette journée des droits de la femme. Une élection de Marine Le Pen serait-elle une victoire pour les femmes ? Il y a en tout cas, dit le site, une victoire du féminisme dans le simple fait qu'une candidate ne soit pas attaquée en tant que femme, mais en tant qu'adversaire politique. Sauf que cette fois, vous jouez de cette image de femme. Valeurs Actuelles, qui vous a mise en une cette semaine, note votre nouvelle féminité revendiquée. Vous assumez d'en faire un atout. Je suis une femme, il est beaucoup plus difficile de nous faire quitter les pieds du sol, dites-vous au magazine. Et en parlant de pieds, eh bien, le magazine Polka a demandé à un chorégraphe de regarder vos meetings en coupant le son. Il a vu une inquiétude corporelle, puis un crescendo. Il a vu en vous une danseuse folklorique. Ce qu'il n'a pas vu, c'est ce qui s'est passé après le meeting, quand vous avez regagné votre loge. Coulisses que raconte aussi le magazine Polka. Vous improvisez un discours de remerciement pour votre équipe et soudain, vous vous arrêtez pour chanter Dalida. Moi, je veux mourir sur scène. Alors, cela dit, on ne découvre pas aujourd'hui votre passion pour Dalida. Souvenez-vous, c'était en 2012, vous étiez interrogé à la télévision sur Nicolas Sarkozy. Il y a de nouveau de sa part une tentative de siphonnage des voix du Front National. Est-ce que ça peut marcher ? Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Alors c'est vrai, c'est la journée des droits de la femme ce 8 mars et le monde entier regarde la France parce que le FN est aux portes du pouvoir, parce que le plafond de verre aurait sauté, parce que le Brexit, les États-Unis. Mais à chaque fois que vous faites référence à Donald Trump, vous vous rappelez sans le vouloir qu'il y a ce plafond de verre dont parle toute la presse en ce matin de la journée des droits des femmes. Vous nous rappelez sans le vouloir qu'un pays comme l'Amérique a préféré élire plutôt qu'une femme, un homme qui se vante de les attraper par la chatte. Mais, me direz-vous, ce sont encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. La revue de presse était, comme chaque jour, signée Adeline François. RTL Matin, 7h, 9h. Les petits déjeuners présidentiels. Avec Yves Calvi. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi. Sous le regard de Marine Le Pen. Eh bien, bonjour et bienvenue au petit déjeuner de la présidentielle, Marine Le Pen. Appelez-moi Marine 2017, madame. Vous prenez un thé, un petit noir ? Je vous en prie, madame, ne faites pas votre maline, madame. Vous verrez début mai, quand vous serez muté au standard. RTL, bonjour. Il n'y a donc pas que la justice qui est dans votre collimateur, les médias aussi. Oui, madame, on va faire de la place. Monsieur Calvi animera des débats sur Gulli. Et Alain Duhamel, qui a toujours été visionnaire, donnera ses pronostics sur Voyance TV. Eh ben, ça promet. D'autres réformes à prévoir dans l'audiovisuel ? Plein de nouveautés, madame. Une nouvelle chaîne d'infos, BFN TV. Parce que ça suffit les leçons de morale. Un nouveau jeu, qui veut gagner des migrants ? Plus belle la vie deviendra plus bleue la vie et se passera à Béziers chez Monsieur Ménard, madame. Bien, merci, on a compris. Entraînez-vous, RTL, bonjour. Plus que jamais attentif à l'actualité, Jean-Marie Le Pen continue d'alimenter son blog, toujours animé bien sûr par la très accorte Marie Derbet. Bonjour amis blogueurs, c'est votre ami blagueur. Avant toute chose, permettez-moi de féliciter mon ami le président Trump pour ses excellentes initiatives envers les apatrides levantins, les mahométans turbanés et autres rastaquaires à sombrero. Oh, malheureusement, la France n'est pas l'Amérique, président. Mais l'actualité est si riche, si pleine de rebondissements que l'on ne sait plus par quelle boule à prendre ni à quel sein se vouer. Écoutez, ma chère Marie, vous aussi, vous êtes pleine de rebondissements, n'est-ce pas, si j'ose dire. Et croyez-moi, si j'avais 20 ans de moins, n'est-ce pas, mais rassurez-vous, j'ai malgré tout bon pied et surtout bon œil. Oh, voyons, président, soyons raisonnables. Et revenons à l'actualité politique. François Fillon ne se résout pas à jeter l'éponge. Écoutez, je n'aurais qu'une seule remarque à faire sur cette affaire pitoyable. Les Républicains l'ont dans le Fillon. Et quel commentaire vous inspire la décision prise par Alain Juppé de ne pas y aller, président? Chauve qui peut. Le Bordelais, c'est sorti du bordel. Décidément, vous restez un maître escalembourg. Plus sérieusement, président, pensez-vous que suite à cette affaire, certains électeurs pourraient reporter leur suffrage sur votre fille? Ma fille? Quelle fille? Eh bien, Marine Le Pen, président. Oui. Vous savez, dans la mesure où, comme Monsieur Fillon, Madame Bleu-Marine a été convoquée par les juges, elle aussi en vue d'une possible mise en examen dans le cadre
elle aussi, d'une enquête sur une affaire d'assistant parlementaire, n'est-ce pas? Cela peut en effet valoir à cette dame le soutien de citoyens fourvoyés, peu regardant sur les moyens déployés par un politicien qui a merdoyé. C'est une excellente analyse, Président. Mais à qui nous rallier le 23 avril prochain? Écoutez, l'heure n'est plus au palinodie, au baragouinage et autres supputations, orchestrées d'ailleurs par une presse hystérique orientée aux mains du lobby macroniste et à la solde de journalistes crypto, gaucho, bolcho, lapixo, pujadasso, maçonnique. Ouh là là, ça fait beaucoup de mots difficiles, Président. Alors, qui voyez-vous pour porter nos couleurs? Elle seule peut nous sauver de la décadence. Mais si je comprends bien, Président, vous appelez finalement à voter pour Marine Bleu. Ah, et pourquoi pas pour Florian Philippot ou Maître Connard pendant que vous y êtes. Vous décevez, Marie. La seule qui puisse nous sauver, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! Jeanne, au secours! Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour mademoiselle Jade et bonjour messire Calvi. Alors récemment dans le JDD à propos de Marine Le Pen, vous avez déclaré, je vous cite, elle a une carrure présidentielle. Et non seulement elle a la carrure, mais elle a aussi la chevelure. Blonde comme nos ancêtres les Gaulois. Blonde comme Marion Maréchal, nous voilà Le Pen. Comme la mèche de Donald Trump. Comme Theresa May, la première ministre britannique dont le Brexit m'excite. Malheureusement, chez nous, le blond est une couleur en sursis. Et que voulez-vous dire par là, Philippe de Villiers? Décidément, fille de radio rigolarde, je constate que tu n'as toujours pas lu mon livre visionnaire. Les cloches sonneront-elles encore demain? Ah mais je l'ai oublié à la campagne. Pauvre inconsciente. Si cet été, tu comptais bouquiner mon livre en te dorant la pilule dans un bikini minimaliste sur la plage, tu vas déchanter. Sache que c'est vêtu d'un burkini réglementaire que tu auras seulement le droit de lire l'islam pour les nuls. Et tu riras moins quand la dictature des mollahs obligera le Front National à se faire rebaptiser Front Nationalal. Et que l'obligation sera faite à Marine Le Pen de se faire appeler Myriam Elben. Ce qui, croyez-moi, dissuadera ses partisans de voter pour elle. Récemment, dans un entretien donné à la chaîne de télévision américaine CBS, Marine Le Pen a déclaré qu'elle préférait le bikini porté jadis par Brigitte Bardot au burkini. Et à cette occasion, Marine Le Pen a ajouté « La France, c'est Brigitte Bardot ». Bonjour Jean-Luc Godard. Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi. Vous souhaitez réagir à cette déclaration de Marine Le Pen? Si la France, c'est Brigitte Bardot, l'inverse, c'est vrai aussi. Brigitte Bardot, c'est la France. Tout a un inverse, la France, comme Brigitte Bardot. Le cinéma permet de montrer l'inverse des choses, et aussi celui de Brigitte Bardot. Ça s'appelle Le chant contre chant. Je vais tourner un remake du mépris. C'est l'histoire d'une candidate à l'élection présidentielle. Jadis, son père, avec son copain Gégène, fut un ardent partisan de l'Algérie française, mais aujourd'hui, avec son copain Florian, ce qu'elle cherche, c'est une égérie française. Alors, elle pense à Brigitte Bardot. Attention, Marine, Brigitte, concentration, moteur, silence, ça tourne, action. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui, madame. Tu les trouves jolies, mes fesses? Oui, très, madame. Et mes seins, tu les aimes? Énormément, madame. Mais qu'est-ce que tu préfères? Mon pouce ou mon index? Je ne sais pas, je m'en fous, madame. Et mes épaules, tu les aimes? Oui, madame. Et mes bras? Et mon visage? Aussi, madame. Tout? Ma bouche? Mes yeux? Mon nez? Mes oreilles? Oui, madame, on va pas y passer la matinale. Donc, tu m'aimes totalement? Oui, totalement, tendrement, tragiquement et surtout sans burkini, madame. Au revoir, madame. C'est parfait, coupé. Cette semaine, c'est la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui est l'invitée de l'inoubliable École des Faves qu'aurait présenté notre ami Jacques Martin. Bonjour et bienvenue au Théâtre de l'Empire pour ce nouveau numéro de l'École des Faves, les favoris à l'élection présidentielle. Et bonjour à toi, ma petite blondinette. Arrête de crier, c'est ton tour. Comment tu t'appelles?
Marine 2007, monsieur. 2017, monsieur. Marine 2017. C'est pas un nom, ça. Allez, dis-moi ton vrai nom de famille. Bleu, monsieur. Bleu Marine, c'est original, ça. C'est ton papa qui t'a donné ce joli nom? Hein? Il est où, ton papa? Je n'ai plus de papa, monsieur. Elle n'a plus de papa. Et tu viens d'où? De chez nous, monsieur, parce qu'on est chez nous. On est chez nous. Je connais bien chez nous. Il y a une église et une charcuterie? Oui, monsieur, et on n'est pas près d'avoir une mosquée et une boucherie halal. Tu as un fiancé? Il est dans la salle? C'est le gros monsieur libidineux avec une mèche? Non, ça c'est Maître Collard. Ah. Alors c'est l'autre, ton fiancé? Ça risque pas, monsieur, c'est Florian Philippot. Ah, je le connais. C'est celui qui est méchant avec les dames journalistes. Et celui qui prend des notes, c'est qui alors? Non, lui, c'est Éric Zemmour. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter, Marine? D'après Christophe, les mots bleus, Marine. Je lui dirai les mots bleus, Marine. Eh bien, merci. Finalement, c'est peut-être pas gagné. Un siphon, fond, un petit tour, et puis s'en vont. Merci Laurent. Comme chaque jour, bien entendu, on vous retrouve à 13h50 pour la rediffusion et sur le site rtl.fr. Une dernière question avant de nous séparer. Marine Le Pen, j'étais frappé en repassant dans ma tête le film de cette matinale du fait que vous aviez assez souvent attaqué Emmanuel Macron, mais très peu François Fillon. Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que vous estimez, au moment où nous parlons, pardonnez-moi, qu'il est d'une façon ou d'une autre disqualifié pour cette présidentielle? Non, ça dépend des jours, mais comme en réalité ça représente une seule et même personne, par conséquent, écoutez, aujourd'hui nous sommes mardi. Oui. D'accord, ce sera mercredi, Macron, pardonnez-moi. Mercredi, et jeudi, ce sera Fillon. Très bien. Merci beaucoup d'être venu participer à cette matinale présidentielle d'RTL. Je précise que Benoît Hamon sera notre invité mercredi prochain. Nous serons le 15 mars. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal.